Montessori Extended que j'ai élaboré après avoir échangé avec le professeur en fait, de mes enfants, Nadia Hamidi. C'est une grille de lecture des situations qui permet d'analyser et l'individu et le groupe pour des managers, acteurs d'organisation en bonne santé. Parce qu'en fait, souvent, quand on fait des transformations, ou en tout cas ce que j'ai pu voir dans les transformations que j'ai accompagnées, les managers se disent « Ok, les équipes, auto-organisez-vous, et puis voilà, vous avez la liberté de le faire. Donc auto-organisez-vous. » Et puis, 3 mois après, on retourne les voir et on se dit « Bah alors, vous n'êtes pas auto-organisé ?» Ça veut dire que vous avez besoin qu'on vous dise quoi faire. Et je pense que non. Parce que l'auto-organisation, c'est comme le reste, en fait. Je pense que ça s'apprend. Mais on ne peut pas l'imposer non plus. Donc voilà, j'essaye de trouver, en fait, la façon la plus juste d'aller vers l'auto-organisation sans l'imposer. Ce que je vous propose de parcourir ensemble aujourd'hui, donc c'est la partie collaboration entre individus, puisque dans Montessori Extended, il y a 2 parties, et le travail sur l'individu et l'épanouissement de cet individu, et la partie collaboration du groupe. Comment ça va se passer? Alors, on va avoir 4 étapes, parce que, comme le nom l'indique, c'est fortement inspiré de la pédagogie alternative créée par Maria Montessori. Ensuite, on fera un focus sur les clés, il y en a 6. Et puis, quelle clé pour quelle étape? Et tout au long, j'ai prévu 3 petites interactions, dont la première qui commence ici. J'espère que... Alors, j'ai prévu... Je vous propose d'aller sur votre navigateur et de renseigner www.menti.com. Et donc, vous allez avoir un code à renseigner qui est le 9942. Allez. Donc l'idée, c'est de vous auto-évaluer de façon complètement anonyme par rapport à ces affirmations. Je suis un être bon et donc mes intentions sont bonnes. J'ai un potentiel infini d'apprentissage. J'apprends plus lorsque je suis motivée par le sujet. Je suis meilleure dans ce que je fais lorsque je peux être pleinement moi-même, entre pas d'accord et complètement d'accord. On va se donner 2 minutes. Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi ces questions. C'est assez simple, parce qu'en fait, le concept en lui-même s'appuie sur un certain nombre de convictions. Et donc, en gros, c'est un peu comme tout. Il y a des croyances qui supportent en fait ce que je vais vous présenter derrière. C'est aussi l'occasion de vous partager un outil que je trouve assez pratique et interactif, et puis ça donne de beaux schémas, donc j'aime bien. Ok. Donc ce que ça dit, c'est qu'a priori, les personnes qui participent à cette conférence-là sont plutôt d'accord avec les convictions finalement qui vont porter Montessori Extended. Donc chaque être humain est bon, intimement bon, tant que le système le lui permet. Chaque être humain a des capacités d'apprentissage infinies. Tout à l'heure, Alfred parlait de potentiel infini de performance. Moi, j'aime bien la notion d'apprentissage aussi parce qu'en fait, il n'y a pas de fin, c'est pareil, pas de fin sur la performance. J'apprends plus lorsque je suis motivée par le sujet et lorsque je suis dans un environnement sécurisant et que je peux être moi-même, c'est là où je développe tout ce qui fait ma force. Super. Alors, entrons dans le cœur du sujet avec Maria. Ce qui m'a interpellée,
Avec la pédagogie Montessori, ce terme-là, penser par soi-même, pour plus de paix dans le monde, mais penser par soi-même. C'est-à-dire qu'on ne leur impose pas des choses, ils apprennent à construire leurs réflexions et par eux-mêmes, et ça, dès le début, dès leur plus jeune âge, 2, 3, 4 ans, ils apprennent à faire, et pour ça, elle va utiliser un environnement. Donc, vous avez déjà entendu parler des classes Montessori avec le matériel, etc. Mais c'est cet environnement, en fait, qui va porter les principaux fondamentaux de la pédagogie Montessori, que sont le plan de développement de l'enfant, les tendances humaines qui vont s'exprimer tout au long de la vie de l'enfant. Donc, je vous apprends peut-être que vous êtes un enfant qui a plus d'expérience. Donc, chez vous aussi, ces tendances humaines existent. Et puis, les axes de la collaboration qui permettent de faire en sorte que le groupe fonctionne. Mais donc, en fonction du plan de développement de l'enfant, l'environnement évolue pour pouvoir s'adapter à ce dont a besoin l'enfant à un instant T. Je passe tout de suite à la transposition. Je pense qu'aujourd'hui, dans nos environnements qui évoluent extrêmement rapidement, si la décision est concentrée à un seul endroit, eh bien, ça nous empêche de réagir de la façon la plus adaptée au contexte. Et donc, il est nécessaire que chaque individu au sein de l'organisation soit capable de penser par lui-même pour une organisation apprenante, une organisation en bonne santé, où les salariés et les clients sont heureux. Donc, je vous propose d'aller sur ce fichier Google Drive. Je ne sais pas si vous avez l'envie de partager ceci. Je vous mets le lien dans le chat. En fait, l'idée avec ce fichier, c'est d'identifier là où se trouve en fait votre équipe dans le plan de développement de l'équipe. Et je vous présenterai après le plan de développement tel que je l'ai imaginé, qui est je sais pas, ça doit être la 3e version, et qui va probablement évoluer encore par rapport à mon expérience et par rapport au retour que je pourrais avoir. C'est vrai que je ne l'ai pas dit en intro, mais tout ce que je vous présente là, je m'inspire fort, bien sûr, de Montessori, mais je m'inspire aussi fort de mes expériences. Et peut-être que ça a été validé par d'autres livres ou par des études, ou pas. J'en sais rien. Je vous présente ce qui m'est cher et que j'ai pu élaborer au fil de mes 20 années d'expérience. Donc là, ce que je vous invite à faire, si vous voulez jouer, c'est d'aller dans ce fichier et de renseigner votre prénom ici, et puis de choisir, en gros, par exemple, pour l'assignation, est-ce qu'il y a une des fonctions immuables? Par exemple, le manager, le reste à vie. Voilà, ça va vous donner. Vous avez 2 choix, en fait, oui ou non. Est-ce que vous décidez des activités que vous réalisez? Est-ce que c'est l'équipe ou est-ce que c'est le manager qui décide des activités à réaliser? Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de jouer sur ce Google Drive, ou bien est-ce que je passe directement à la partie présentation du plan de développement? Si, je viens de le mettre dans le chat en fait. Je le remets. Alors attends, je retente avec un lien plus court. Alors attends, tous les conférenciers, ok. Et participants. Est-ce que là vous le voyez? Oui, c'est sûr. Donc il y a 12 questions. Je vous propose qu'on se laisse
Ouais, 5 minutes. Bah, je vous invite à d'abord mettre votre prénom et après renseigner comme ça. Et il y a une trentaine de colonnes qui sont préparées. Donc, baladez-vous et puis choisissez votre colonne. Moi, bien. Ce fichier restera à disposition si vous voulez le tester avec différents niveaux d'équipe, on va dire. Puis ça marche aussi pour la maison, hein, c'est ça qui est bien. Je pense que ça fonctionne autant pour des organisations à but lucratif ou des organisations à but non lucratif. C'est une sorte d'autodiagnostic rapide, juste pour vous positionner sur le plan de développement de l'équipe que je vais vous présenter juste après. En gros, il y a 4 étapes dans ce plan de développement. Et pour chaque étape, les besoins de l'équipe seront, les caractéristiques de l'équipe sont différentes et les besoins de l'équipe sont différents. Merci de jouer le jeu, c'est vraiment top. Ok, je vais attendre que Julie, par exemple, arrive jusqu'à la fin et puis ensuite je vous montrerai les colonnes cachées qui donnent le résultat de ce diagnostic. Ok. Ok. Donc en fait, si vous êtes tout vert, par exemple, c'est que vous êtes à l'étape de développement groupe. Équipe, vous auriez du oui là au milieu, donc sur la partie définition des objectifs. Ici, on a une équipe auto-organisée. Et tout à droite, tout en bleu, on aurait une équipe autogérée. Donc ce que je vois, c'est qu'il y a quelques nuances. C'est ce qui est tout à fait logique. On ne passe pas de enfant à adolescent dans la seconde. Donc c'est tout à fait logique. Je vais vous présenter maintenant les caractéristiques en fait de chacune de ces étapes du plan de développement. Donc 4 étapes, groupe, équipe, équipe auto-organisée ou équipe autogérée. Donc le postulat de base, pour moi, c'est qu'une équipe en bonne santé, donc tout au bout à droite, c'est une équipe autogérée, puisque les salariés seront heureux, plus libres, et les clients seront heureux aussi parce qu'ils seront servis entre guillemets par des salariés qui auront décidé le pourquoi du comment de leur organisation.
Donc, dans un groupe, on a des objectifs individuels qui ne sont pas alignés et la coordination est assurée par le manager. Donc là, le manager est responsable. À la limite, lui connaît l'objectif commun de l'équipe et c'est lui qui le porte. Ensuite, on passe à l'équipe lorsqu'on a un objectif commun qui est connu par l'ensemble des intervenants et qui est servi par des objectifs individuels. Donc, on va décliner un objectif organisationnel en X objectifs individuels. La coordination est toujours assurée par le manager et la production est faite en silo. Voilà, le responsable du résultat de l'équipe, ça va être le manager. Ensuite, on passe à l'équipe auto-organisée, où là, on a un objectif commun qui sert des objectifs individuels, c'est-à-dire qu'on connaît la motivation des personnes et on peut profiter quelque part de l'objectif commun pour les aider à aller plus loin dans leur objectif individuel. Ça peut être un objectif de carrière, de transformation, etc. Les ajustements se font directement entre les membres de l'équipe. Et là, c'est l'ensemble de l'équipe qui est responsable du résultat. Par contre, l'objectif, lui, reste défini par quelqu'un d'autre que l'équipe. Là où je pense qu'on passe en équipe autogérée, c'est que l'objectif commun est défini par les membres de l'équipe. Les ajustements sont toujours directs entre les membres de l'équipe. Il n'existe pas de fonction immuable. Comme dans le questionnaire tout à l'heure, le manager ne reste pas manager à vie, ce qu'on peut retrouver dans des coopératives, typiquement avec les élections. On pourrait aussi imaginer avoir un collectif de direction qui soit en partie tiré au sort et en partie élu. Et puis, les décisions sur le cadre sont prises à l'unanimité. C'est-à-dire que si, pour les 3 prochains mois, par exemple, par rapport à un contexte, les membres de l'équipe décident qu'il faut s'organiser de façon hiérarchique, hop, ça se fait. Et puis, si au bout des 3 mois, ils se disent, bon, ben, c'est pas le contexte a changé et donc on a besoin de s'organiser différemment, l'équipe autogérée décide de cette organisation. Ce n'est pas une seule personne qui le met en place. Et donc là, l'équipe est responsable du résultat. Et pour passer d'une étape à l'autre, eh bien, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, auto-organisez-vous, ben ça ne s'invente pas forcément. Et c'est ces clés-là que j'aimerais partager avec vous. Sachant qu'une équipe, ça peut être soit un ensemble d'individus, mais on pourrait aussi considérer que c'est un ensemble d'équipes. Et auquel cas, chaque équipe en bleu ici serait considérée comme un individu dans ce que je vais vous présenter après. Donc, soit l'équipe bleue peut être un groupe, une équipe auto-organisée ou une équipe autogérée. De la même façon, l'ensemble d'équipes, là, vert, peut être un groupe, donc avec des objectifs qui sont inconnus, ou une équipe avec des objectifs connus, alignés, mais une production en silo, soit une équipe auto-organisée, soit une équipe autogérée. Et on pourrait voir ça voilà, de façon fractale, donc en fonction des différents niveaux d'observation. Les axes de la collaboration dont je vous parle depuis tout à l'heure vont permettre de construire l'intelligence sociale. Donc on voit sur ce dessin que chacun intervient. Il n'y a pas un chef en fait qui dit quoi faire. Il s'auto-organise, mais pour cela, il a fallu mettre en place un certain nombre d'axes de la collaboration. Donc je vous disais, il y en a 6. Prendre conscience de l'interdépendance entre l'individu et le reste du groupe par l'établissement de règles consenties. Donc dans cet axe-là, on a au moins 2 choses importantes qui sont la définition d'un objectif et la prise de conscience de cet objectif et du pourquoi c'est important qu'un tel ou un tel soit là, en quoi ses compétences aident à l'objectif commun, montrer qu'on est prendre conscience qu'on est sur le même bateau, et puis définir des règles du jeu qui soient consenties par l'ensemble de l'équipe. Donc consenties. Favoriser le sentiment d'appartenance au groupe en faisant contribuer chacun aux soins de l'ambiance. Donc j'insiste sur contribuer chacun aux soins de l'ambiance.
pas la responsabilité d'une seule personne, mais ça tourne. Après, on voit comment on peut faire. Je dirais que ce sont comme des exigences, en fait. Ça ne préjuge pas de comment on va le faire, ce ne sont pas des pratiques, ce sont plus des exigences qui vont guider la réflexion pour trouver justement des façons d'organiser le groupe qui lui conviennent. Souder le groupe par le partage de temps collectif, résoudre les conflits par la méthode de dialogue pacifique pour développer l'empathie, se sentir accompagné, ne pas être mis sous pression, mais préférer un environnement sécurisant. Et dernier axe, ne pas se sentir jugé ou évalué, mais permettre l'auto-évaluation. Et donc, comme Maria Montessori le fait dans les écoles, ce que je vous propose, c'est d'utiliser un environnement préparé pour faire ça plutôt que d'agir directement sur les personnes. Et donc, d'utiliser, c'est une transposition directe de ce qui est fait dans la pédagogie Montessori, d'utiliser l'espace physique, le matériel, les outils, le mobilier, les œuvres d'art, les différents lieux. De plus en plus, on voit qu'il y a des bureaux qui évoluent. Ça, c'est la tendance depuis les 5 dernières années. Permettre de côtoyer des personnes plus ou moins expérimentées. Un exemple, ça peut être des communautés de pratique, mais on peut très bien imaginer des mentorats ou autres. Mais ce sont des choses qui s'organisent en fait. Le deuxième pilier de l'environnement, c'est l'organisation du travail, avec un temps de travail qui soit cadencé et rythmé, parce qu'en fait, ça permet de répondre à une des tendances humaines qui est l'ordre. Et ça permet d'apporter une certaine sécurité intérieure. C'est-à-dire que si, par exemple, on a un sujet qui nous soucie, on sait qu'à un moment dans l'année, dans les 3 mois, dans la semaine, il y a un moment où on a prévu de travailler ça en équipe. Donc on peut se libérer la tête immédiatement parce qu'on sait qu'on va pouvoir le traiter. Si ce n'est pas le cas, en fait, ça dérive très rapidement en radio-moquette et en film. On peut imaginer plein de choses. Donc ça, c'est le temps de travail cadencé et rythmé. C'est pour ça d'ailleurs que je trouve que les itérations sont extrêmement utiles. Et puis la liberté du choix de l'activité, des partenaires, du lieu, du moment. Donc ça, c'est possible en environnement dans la pédagogie Montessori, mais ça devrait également être possible, selon moi, dans nos organisations pour justement soutenir la conviction qu'on est meilleur quand on est motivé par ce qu'on fait. Et pour être motivé, eh bien, il faut qu'on ait la liberté de choisir le sujet sur lequel on va travailler, avec qui on va le faire, où on va le faire, si on veut le faire à la machine à café ou au café du coin ou autre, enfin, quand on pourra complètement, et puis le quand. Dans le respect des objectifs définis par l'équipe, bien évidemment, mais qu'on laisse la liberté aux personnes de s'organiser, ça part aussi du principe que l'homme est bon et que les salariés n'essayent pas de tricher ou de profiter du système. Au contraire, ils sont là pour réaliser des choses, être fiers de leur production. Et pour ça, plus on leur donne de liberté, et plus ils trouveront la façon la plus opportune par la collaboration avec leurs collègues pour faire ça. Et là, vous me dites, c'est bien tout ça, mais le manager, il est où? Le manager, il est là. C'est le 3e pilier. C'est l'éducateur Montessori. Si on le transpose dans nos organisations, ça deviendrait le manager, en fait. Puisque les décisions ne sont plus prises par le manager. Si on dit penser par soi-même, ça veut dire que les décisions sont prises au bout du bout par les opérationnels sur le terrain. Donc, son rôle, c'est surtout de faire en sorte que le penser par soi-même prenne bien en compte l'ensemble des contraintes. Donc, il va présenter du matériel et des outils. Par exemple, quand j'étais chez Engie, il y avait beaucoup de keynotes d'intervenants d'entreprises libérées ou qui avaient travaillé sur le sujet, Isaac Getz, etc. Donc, ça a permis de d'éveiller les esprits pour lancer la transformation. Donc, le manager, il va agir sur le cadre, donc l'espace physique et l'organisation du travail. Il va organiser en fait des choses pour
pour donner l'opportunité aux gens, par exemple, des communautés de pratique, si les personnes n'ont pas le temps d'y participer parce qu'elles sont surchargées par des objectifs, ben elles ne peuvent pas en fait côtoyer des personnes plus ou moins expérimentées, hors de leur temps de travail. C'est vrai qu'il y a des personnes passionnées qui le feront, mais si vous voulez que les personnes puissent s'exprimer pleinement à l'intérieur de l'entreprise, ça peut être intéressant de les aider à créer ça. Et quand on sait à quel point c'est difficile de lancer des communautés de pratique et de les entretenir, le fait de le soutenir par l'organisation, par le management qui met le cadre, c'est extrêmement important. Le manager va accompagner individuellement l'épanouissement de l'individu. Donc pour ça, il faut qu'il ait conscience, selon moi, des différentes tendances humaines et de celles qui sont entravées par le système qui est mis en place. Il va apporter une aide utile, c'est-à-dire qu'il peut partager la vision, la repartager, voire même la co-construire. Et puis, dans le sens de aide utile, il y a des fois où il ne faut pas aider quelque part. Si on reprend le parallèle avec Montessori, l'apprentissage, les raisonnements sont construits par la personne quand elle va manipuler du matériel. Et pour moi, ça, c'est ce qu'on fait aussi quand on fait les jeux sérieux comme le nœud humain ou des choses comme ça. Ça va permettre aux gens de faire des prises de conscience. Entre dire quelque chose et expérimenter et en déduire un concept, eh ben, c'est différent. Donc, l'idée, là, c'est que le manager utilise plutôt la facilitation et l'intelligence collective pour faire en sorte que les différentes façons de réfléchir soient partagées et que ça se co-construise. Je vous prends quelques exemples. Ici, Ubisoft. Donc, ils animent tous les ans à Montréal une conférence, donc la Développeur Conférence. C'est un rendez-vous annuel des experts en jeux vidéo. Donc, il y a 1000 visiteurs, 1000 participants et 300 visiteurs qui viennent de l'étranger. Là, par exemple, j'avais eu l'occasion de croiser un Français qui venait sur place. Et l'objectif est simple, créer une occasion de partage et de développement de compétences dans le but d'atteindre ensemble un objectif commun, celui de créer les meilleurs jeux de l'industrie de la meilleure façon possible. Là, vous vous rendez bien compte que les personnes seules, si elles ne sont pas soutenues par le management, elles ne peuvent pas le faire. Donc en fait, dans une équipe, dans une organisation libérée ou une équipe auto-organisée, etc., il y a des choses qui doivent être mises en place selon moi, par ceux qui tiennent le cadre. Et donc, cet exemple-là d'Ubisoft, pour moi, répond à au moins 5 des axes de la collaboration. 1, prendre conscience de l'interdépendance, puisqu'ils sont là pour un objectif commun, celui de créer les meilleurs jeux de l'industrie, de la meilleure façon possible. Favoriser le sentiment d'appartenance, c'est réservé aux personnes d'Ubisoft. Souder le groupe, en plus du travail effectif sur le contenu, les gens se rencontrent worldwide, donc c'est vraiment une façon de faire en sorte que le groupe Ubisoft et pas uniquement Ubisoft Montréal soit personnifié, enfin je vais dire ça comme ça. 5, se sentir accompagné. Pour tous les nouveaux qui veulent, qui y participent, c'est l'occasion de rencontrer des personnes plus ou moins expérimentées. Et le 6, ne pas se sentir jugé ou évalué. Là, on est dans la co-construction, on est dans de la facilitation. Voilà, pour moi, ça répond à au moins ces 5 axes. Et vous voyez que c'est une pratique. Il y aurait plein d'autres façons de le faire. Ça, c'est un choix qu'ils ont fait. Donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est important de bien comprendre que les axes de la collaboration, ce sont des exigences auxquelles on va répondre par des pratiques, mais les pratiques en elles-mêmes peuvent totalement être différentes d'une organisation à l'autre, puisque ça dépend des contextes, ça dépend des gens, ça dépend du métier, etc. La politique de frais pendant cette conférence annuelle, elle est la suivante. En fait, les
les personnes les 300 visiteurs internationaux là, ne vont pas dans des hôtels ou ils ne vont pas dans des Airbnb. Ils sont accueillis par des membres d'Ubisoft Montréal. Et donc, Ubisoft Montréal donne une contrepartie financière, mais cette contrepartie financière est inférieure à ce que pourrait coûter une chambre d'hôtel ou un Airbnb. Et c'est surtout l'occasion pour les gens de se rencontrer en dehors du contexte de travail, chez une personne qui les accueille. Donc pour moi, ça répond aux deux, favoriser le sentiment d'appartenance. On se retrouve parce qu'on fait partie de la même famille, quelque part. On soude le groupe parce qu'on partage des temps collectifs au-delà du travail. Et on est accompagné. Si les personnes n'ont jamais habité à Montréal, elles peuvent s'appuyer sur des personnes qui vivent là pour leur recommander, je ne sais pas, des restaurants ou autres. Et puis, ils apprennent à se connaître de façon un peu plus intime. Donc, quand les relations entre personnes sont plus fortes, la collaboration au travail est plus simple. Et un troisième exemple, le concours universitaire. C'est l'occasion donc pendant 10 jours, des élèves d'écoles de jeux vidéo participent à un concours. Donc, c'est l'occasion de repérer les écoles qui proposent les meilleures formations, les nouveaux outils. Ça permet de s'inspirer de la créativité des étudiants, de repérer des talents. Et ça leur permet aussi de collaborer avec les universités. Donc, au-delà de la famille Ubisoft, quelque part, c'est comment, avec mon environnement, avec mes partenaires, comment on peut optimiser les cursus de formation et donc optimiser le fait de travailler pour un objectif commun, celui de créer les meilleurs jeux de l'industrie de la meilleure façon possible. Donc pour moi, ça répond au premier axe de la collaboration, prendre conscience de l'interdépendance. Ça favorise le sentiment d'appartenance, ça permet de souder le groupe et ça permet d'être accompagné pour tous ces étudiants qui se disent à quoi ça ressemble la vraie vie une fois qu'on est embauché chez Ubisoft. Comme là, ils ont l'occasion de discuter avec des personnes qui travaillent chez Ubisoft, ça peut clarifier. Je ne sais pas, Ludovic, s'il y a des questions avant que je passe à la troisième étape. Quelle clé pour quelle étape? Il n'y a pas de questions? Ok. Je vais vérifier juste 2 minutes. Ok. Donc je continue. Quelle clé pour quelle étape? Donc pour passer du groupe à l'équipe, pour moi, l'axe à utiliser, c'est celui-ci. Prendre conscience de l'interdépendance et définir des règles. Des règles consenties par l'ensemble du groupe. Alors évidemment, ça va continuer à être utile pour la santé de l'équipe, mais pour passer d'une étape à l'autre, pour passer du groupe à l'équipe, je pense que la plus importante, c'est celle-ci. Ensuite, pour passer de l'équipe à l'équipe auto-organisée, on va aller activer les autres axes. Donc, favoriser le sentiment d'appartenance, souder le groupe, résoudre les conflits, se sentir accompagné et ne pas se sentir jugé ou évalué. Et bien évidemment, ça continue tout du long. En fait, là, tout à l'heure, je vous montrais ces cartes parce qu'en fait, ça peut être une aide en fait, à votre diagnostic de ce dont a besoin votre équipe pour passer à l'étape d'après. Dans l'idée où on ne fait pas de révolution, on y va par petits pas. Donc ça, ce ne sont que des hypothèses en fait que vous allez pouvoir poser. Mais là, je prends ne pas se sentir jugé ou évalué, mais permettre l'auto-évaluation. Donc, ce qui se passe quand cet axe-là n'est pas activé, c'est que la personne est blessée dans sa confiance en elle, son estime d'elle-même, elle n'ose pas prendre d'initiative de peur de faire des erreurs et d'être jugée ou comparée. Quelques exemples de verbatim, donc ça apparaît aussi sur les cartes. Comment est-ce que les autres s'y prennent? Mais tout le monde fait ça. Non, mais j'ai fait comme les autres, pourquoi ça m'arrive à moi? Donc tout ça, en fait, ça montre quelque part qu'il y a un jugement où il y a une peur. Donc ça permet d'identifier que peut-être dans le système dans lequel les personnes évoluent, puisque les personnes sont bonnes, c'est le système qu'il faut changer, il y a quelque chose qui active cette peur-là. Est-ce que c'est lié à
à la posture du manager? Est-ce que c'est lié à l'environnement de travail? Est-ce que c'est lié à l'organisation du travail ou au matériel qui est mis à disposition? Donc là, on va aller agir justement sur les 3 axes de l'environnement pour pouvoir changer ça. Là, je vous ai affiché les règles et interdépendances. Donc, prendre conscience de l'interdépendance entre l'individu et le reste du groupe par l'établissement de règles consenties. Alors, ce qui se passe quand ça n'existe pas, un manque de cohésion, chacun fait cavalier seul, le groupe est pris comme bouc émissaire ou excuse, et les règles ne sont pas appliquées. Ou elles sont valables que pour certaines personnes. Donc, soit on se cache derrière le groupe, soit on n'applique pas les règles. C'est une décision du groupe, je ne peux pas y faire grand-chose. C'est-à-dire que dans ce cas-là, la personne ne considère pas qu'elle a suffisamment, qu'elle a du poids. En fait, elle considère qu'elle n'a pas participé elle-même à la décision du groupe. C'est une perte de temps de travailler là-dessus. Je vais atteindre mes objectifs, ce sera déjà pas mal. Voilà, on a une personne qui fait cavalier seul, qui n'a pas conscience qu'il y a une interdépendance entre ce qu'elle fait et comment elle va impacter les autres personnes de son groupe. Tac, tac. Je voulais vous donner quelques pistes pour la suite, si vous voulez aller plus loin, que ce soit dans la compréhension des axes de la collaboration ou des tendances humaines. Il y a ce livre qui, je trouve, qui est probablement le plus abouti, de Maria Montessori. Elle l'a écrit à la fin, c'est l'esprit absorbant de l'enfant. Donc c'est celui qui décrit, je trouve, le mieux les tendances humaines. Je suis sûre que vous en avez aussi beaucoup, des exemples de livres. Je vous partage ceux qui m'ont pas mal inspiré et qui m'amènent à la réflexion que je vous ai présentée aujourd'hui. Il y a celui de Ricardo Semler aussi, où il y a plein de pratiques qui visent à avoir une organisation du travail typiquement avec beaucoup de liberté, de choix d'activités, de lieux, de partenaires, etc. Il y a Faire des hommes libres, écrit par Michel Chaudy sur les communautés de travail de Bois-Mondo, qui est une expérience d'autogestion. Vous avez aussi une présentation sur ma chaîne YouTube de l'organisation qu'ils ont mis en place pour justement aller vers l'autogestion. Et puis globalement, il y a beaucoup d'ouvrages aux éditions Repas qui sont axés là-dessus. Typiquement, Ardelaine, qui a relancé la filière de la laine en Ardèche. C'est une coopérative, mais ils ont, depuis les années 70, ça fait 50 ans, ils ont créé énormément d'emplois. Ils ont relancé la filière et ils ont, je sais pas, au moins 5 activités, restaurants, vente de leurs produits à Valence, production de matelas. Enfin bon, ils sont partis d'une filature abandonnée. Et le dernier en date, qui je trouve donne de belles perspectives en termes d'autogestion, non seulement au niveau d'une organisation, mais au niveau de la société entière, parce que l'autogestion, finalement, c'est le partage du pouvoir au maximum. C'est celui-ci, Le voyage en misarchie, écrit par Emmanuel Dockès, qui revisite en fait et la société, et les organisations, et le système bancaire, et tout. Donc, je vous invite vraiment à parcourir ces ouvrages-là. Mince, pardon. Tac. Et puis, donc, je vous invite à aller regarder sur la chaîne YouTube des Agilopathes. On a animé, c'était fin avril, la journée des alternatives avec justement des interviews d'Emmanuel Dockès, donc celui qui a écrit le livre Voyage en misarchie, ainsi que de Carole Stromboni qui a écrit un livre sur innover en pratique pour les PME. Et puis vous y retrouverez aussi des retours d'expérience de Scrum Master qui ont suivi la formation de devenir coach agilopathe et qui ont mis en pratique ces axes de la collaboration au sein de leur équipe. Donc qui ont accompagné leur équipe vers l'auto-organisation.